Bonsoir à tous, c'est Tambour battant consacré à la confiance. À qui, à quoi peut-on encore faire confiance? Notre premier invité que je reçois avec Hélène Mathieu est Bruno Cottresse. Bruno Cottresse, vous avez été chercheur au CNRS, vous avez rejoint le CEVIPOF, Centre d'études de la vie politique française, et puis maintenant vous êtes professeur à Sciences Po et au CEVIPOF, et vos recherches portent sur l'analyse des comportements et des attitudes politiques. Alors, je voudrais qu'on essaye de réfléchir à cette confiance politique. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'histoire d'une révolution électorale 2015-2018 » avec Anne Muxel aux éditions Garnier. Et au PUG, vous aviez publié « La France des valeurs ». C'est un travail collectif que vous aviez fait en 2019. Au fond, ce par quoi je voudrais commencer, c'est la confiance en le gouvernement, confiance dans nos institutions, au gouvernement et dans nos institutions. Alors, vous analysez cette confiance à partir de sondages. Comment est-ce que vous procédez et est-ce que ces sondages nous donnent véritablement un reflet de la réalité? Vous expliquez dans un petit commentaire que vous avez fait qu'il faut bien faire attention au fait que le sondage, c'est avant d'éventuelles élections et qu'en conséquence, ce n'est jamais l'image des élections, mais c'est autre chose. C'est au fond quelque chose qu'on peut avoir comme idée avant, mais pas justement pendant, parce que ça peut évoluer. Oui, alors vous savez que les sondages ont souvent mauvaise réputation. On leur attribue, au fond, beaucoup d'imperfections, on les accable de tous les maux, ils seraient responsables de la manipulation de l'opinion au moment des élections et ils ne reflèteraient pas la réalité de ce qui se passe vraiment. Je mettrai à part les sondages politiques, ceux qui sont faits au moment des élections, les sondages pour les intentions de vote, c'est quelque chose vraiment presque à part. Et une autre catégorie de sondages, ce sont plutôt ce qu'on appelle les enquêtes sociologiques par sondage en profondeur. Et ce sont ces enquêtes dont nous nous servons pour mesurer la confiance ou mesurer les attitudes politiques. Moi, j'ai souvent pris auprès de mes étudiants comme métaphore pour expliquer ce que c'était qu'un sondage. Au fond, c'est comme si nous étions sur une barque, sur un lac, et que nous laisserions notre main trempée dans le lac, dans l'eau du lac, et qu'on regarderait ce qui revient, et on aurait incontestablement des traces de ce qui se passe dans les profondeurs. Et la technique du sondage a ce côté tout à fait extraordinaire, qu'en posant des questions, si les règles de l'art méthodologique sont bien évidemment respectées, en posant un certain nombre de questions, on arrive à éveiller ou à réveiller chez la personne qui répond la profondeur de ses croyances, de ses valeurs, de ces systèmes de valeurs qui sont le produit d'une très lente socialisation qui sur très 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 longtemps. Et le jour où nous posons des questions, tout se passe comme si ça remontait à la surface d'un seul coup. Et l'art du sondage, c'est l'art de celui qui va arriver à poser les questions de manière à mettre à l'aise la personne, qu'elle ne se sente pas jugée, qu'elle ne se sente pas évaluée, mais qu'elle nous fasse confiance pour recueillir ses opinions. Et vous savez, on constate souvent que les gens qui répondent à nos enquêtes, ils en tirent un bénéfice personnel, ils ont le sentiment qu'on s'est intéressé à eux, qu'on a pris au sérieux leurs paroles. Et au fond de tous les chercheurs comme moi qui travaillent avec ce type de données, il y a cette idée d'aller écouter ce que les gens ont à dire. Et c'est le moins qu'on puisse faire en matière de confiance politique, qui est quand même une épine dorsale de la démocratie. En vous écoutant, j'imagine que la plupart de nos téléspectateurs se disent d'accord, mais il n'a pas expliqué pourquoi les sondages se trompent et que très souvent, les sondages annoncent des choses qui ne se réalisent pas. Parce qu'il faut avoir en tête deux aspects des sondages politiques. Le premier aspect, c'est de revenir à qu'est-ce que c'est qu'un sondage au plan purement technique. Un sondage, vous savez, dans notre vie quotidienne, on en fait tous l'expérience. Si vous allez faire demain matin dans un laboratoire médical une prise de sang, si demain votre médecin généraliste prend votre tension artérielle, c'est un sondage. Il pourrait le prendre 10 fois au cours des 10 jours qui vont se succéder. 10 fois, on observera des variations dans votre tension artérielle ou dans les paramètres de votre sang pour une prise de sang. Donc on va voir les sondages fluctuer régulièrement, ce qui leur donne une mauvaise réputation puisque les gens disent « mais alors c'est pas fiable puisque ça fluctue ». Ben non, c'est dans la nature même du sondage que de fluctuer. Le problème, c'est surtout d'avoir la compétence technique pour analyser ces fluctuations. Ça, c'est le premier aspect.
Et le deuxième aspect, c'est que le sondage d'intention de vote, il permet de prédire ce qui se passerait si l'élection avait lieu aujourd'hui. Mais vous le savez, une élection politique, eh bien, c'est très riche de plein d'événements de campagne, de comportement des candidats à l'élection, d'évaluation par les électeurs, parce que les électeurs sont stratèges. En fait, on le voit très bien dans l'élection de 2017, une partie de l'électorat de la gauche a envie que son camp, la gauche, fasse bonne figure. Et elle va laisser tomber le candidat officiel du Parti socialiste, Benoît Hamon, qui est repéré comme n'arrivant pas à émerger dans les sondages, et va se reporter sur Emmanuel Macron, quitte à être très déçu après. Hélène Mathieu. Oui, dans les sondages ou dans les enquêtes que vous faites sur la confiance et dans l'état de l'opinion, on se pose quand même la question de comment vous formulez vos questions. Par exemple, il y en a plusieurs qui sont « Les hommes et les femmes politiques ne se préoccupent pas de ce que les gens comme vous pensent ». Ou alors « Les hommes et les femmes politiques sont plutôt corrompus ». La démocratie ne fonctionne pas très bien en France. Les hommes et les femmes politiques parlent de problèmes abstraits. Bon, je pourrais... Comment vous élaborez ces questions dont la personne pas du tout dans le coup pourrait dire mais ils orientent la réponse? Alors vous avez raison de souligner ce point méthodologique. Une enquête bien faite, c'est une enquête où on va alterner les stimuli, ce qu'on appelle nous des stimuli. On considère qu'une question va stimuler une réponse chez la personne, les stimuli positifs et les stimuli négatifs. Nous avons également dans la même enquête des versions positives. Oui. Voilà, donc ça, on permet à ce que chaque personne trouve, on va dire, eh bien la chaussure à sa pointure dans le cadre de l'enquête par sondage. Mais plus profondément, je dirais que les textes de ces questions viennent en partie de la tradition sociologique. La première question que vous avez prise comme exemple, les hommes et les femmes politiques ne se soucient pas de ce que pensent les gens comme vous. C'est un indicateur qui a été élaboré par l'Institut de sondage Sofres dans le début des années 1970 et que tout le monde a repris derrière parce qu'il s'agit aussi d'avoir des séries de très longue durée. Il y a aussi certains indicateurs qu'on prend qui sont issus de grandes enquêtes internationales. Nos collègues britanniques, allemands, américains réalisent des enquêtes qui sont comparables. Et nous, les scientifiques, on essaye toujours d'avoir des indicateurs ou des instruments de mesure qui sont comparables d'un pays à l'autre, de manière à faire ce qu'on appelle pompeusement du benchmarking, c'est-à-dire de comparer notre pays par rapport à d'autres. Et c'est ça qui nous permet justement d'élaborer une sorte de classement des pays sur la confiance et qui nous permet de dire, voilà, les Français sont souvent très défiants quand on les compare aux autres. Mais oui, on va y revenir, je pense. Oui, voilà. On va revenir à cette question de la confiance. Mais vous expliquez par exemple que les populations en difficulté sont celles qui ont le moins confiance dans les institutions et dans le gouvernement. Bon, j'ai lu ça, je me dis, mais j'espère quand même qu'il va nous expliquer pourquoi. Mais ça vous intéresse le pourquoi? Bien sûr. Bon, alors je vous écoute. Bien sûr. On constate sur de très nombreux indicateurs de ce que les citoyens pensent du gouvernement, des institutions, du système démocratique. On constate qu'il y a un important filtre sociologique. Le paradoxe, c'est que les citoyens qui auraient le plus besoin d'investir les institutions, de leur confiance, qui en ont le plus besoin, eh bien, ce sont très souvent ceux qui ressentent ces institutions comme les plus distantes, les moins empathiques. C'est trop compliqué de contacter l'administration. L'administration est toujours soupçonnée de ne pas être à l'écoute des demandes des citoyens. Et donc le paradoxe, c'est que ceux qui en ont le plus besoin, souvent ressentent que l'administration, les institutions sont les plus éloignées. Donc le filtre sociologique est très important. Il y a une préoccupation dans toutes les démocraties aujourd'hui qui est comment rapprocher les citoyens qui en ont le plus besoin des mécanismes de la décision politique. Par ailleurs, les citoyens qui sont souvent les plus frappés par les inégalités sociales, en particulier l'inégal accès au diplôme, à l'éducation, qui est la plus forte de toutes les inégalités, c'est de ne pas pouvoir avoir pu poursuivre ses études comme on aurait souhaité, de ne pas avoir eu une deuxième chance dans la vie aussi. Eh bien, ceux qui sont de ce point de vue-là le plus durement touchés par la réalité des inégalités sociales ont beaucoup de difficultés à prendre le temps, à avoir le temps pour s'intéresser à la chose publique. Ce n'est pas qu'ils ne s'y intéressent pas, je pense que l'immense majorité des citoyens a soif de connaissances sur les institutions, l'immense majorité des citoyens est intéressée par le gouvernement, par ce qu'il fait, par comprendre les mécanismes de la décision. Par contre, avoir le temps de s'y intéresser, de comprendre comment une décision est prise, par exemple comment une loi s'est fabriquée, il y a beaucoup de citoyens qui ne savent même pas le rôle du député.
par exemple. Donc voilà, il y a effectivement un filtre sociologique qui est très important. Mais pour revenir à la question d'Antoine, c'est quand même impressionnant quand on n'est pas complètement dans le coup comme vous, comme nous le sommes. L'écart, le différentiel, vous dites que déjà en 2014, le différentiel entre les cadres et les professions libérales d'un côté, donc formés et d'autres ayant peut-être moins de chance, comme les ouvriers ou les chômeurs, était de 16 points. Et qu'aujourd'hui, il est de 23 points. En revanche, dans la confiance au gouvernement et aux politiques en général. En revanche, la confiance dans les syndicats n'a pas vraiment beaucoup changé. Et la confiance dans les médias, oui, parce que c'est 27%, je crois, et la confiance dans les médias, 28%, n'a pas beaucoup changé non plus. Donc, sans donner trop de chiffres, c'est quand même compliqué c'est pas compliqué à comprendre, mais ce qui est impressionnant, c'est de voir pourquoi la défiance est particulièrement grande en France. Il y a une série d'explications, on ne peut pas les résumer à une seule explication, bien sûr. Il y a une série d'explications. Traditionnellement, on a vu au cours des dernières, si on remonte aussi loin qu'on puisse avoir des données comparatives, au cours des 15, 20, 30 dernières années, on voit régulièrement ce problème apparaître. Ce problème ne date pas de l'élection d'Emmanuel Macron, il ne date pas de la présidence de François Hollande, il ne date pas même de Nicolas Sarkozy. C'est un problème assez structurel en France. L'une des particularités du modèle politique français, c'est un modèle politique où la centralisation administrative, où la toute-puissance de l'État est fortement investie dans les représentations que se font les citoyens de l'univers de la politique, et aussi en sens inverse, la manière dont la décision politique, l'administration, l'État se représentent les citoyens. On est aussi le pays où l'État ne fait pas nécessairement le plus confiance aux citoyens et à la société civile. En France, on est aussi un pays où ce qu'on appelle, nous, les médiations politiques, c'est-à-dire les intermédiaires entre la sphère de la politique et les citoyens, les syndicats, les partis politiques, l'espace public en général, est aussi très faible. Le taux d'adhésion syndicale en France est faible. Aujourd'hui, en 2021, le mouvement politique le plus nombreux en France, en tout cas si l'on croit les chiffres qui sont produits par les organisations politiques, c'est le parti du président, La République En Marche. La République En Marche, au plus fort de son mouvement 2017-2018, c'est 400 000 personnes. C'est-à-dire que c'est une organisation de taille extrêmement petite. Vous avez des partis de gouvernement en France. Si je prends le cas d'Europe Écologie Les Verts, parti de gouvernement qui a eu des ministres déjà, 20 000, 30 000, 40 000 grand maximum adhérents. Donc on est un parti aussi où toutes ces médiations politiques sont faibles et donc les chaînes de transmission qui permettent aux citoyens d'avoir des passerelles entre lui et la sphère de l'État, la sphère de la politique, sont extrêmement faibles. C'est bourré de maillons faibles en France de ce point de vue-là. Il y a un enjeu considérable en France de ressourcer, de renforcer le rôle de la société civile et le rôle de toutes ces médiations. Et nous avons une sorte de paradoxe. La France ne cesse de se présenter aux yeux du reste du monde comme le pays le meilleur dans plein de domaines, celui qu'il faudrait suivre. En ce moment, on nous explique que personne ne fait mieux que nous pour gérer la crise de la Covid. On serait les seuls à être préoccupés authentiquement de la citoyenneté. Et puis on voit que d'autres pays européens s'en tirent pas plus mal que nous. S'en tirent même mieux. Justement, dans le livre d'Antoine Bristiel qui vient de sortir aux éditions de l'Aube et qui s'appelle « À qui se fier ?», il y a un petit graphique très intéressant qu'on va voir à l'écran, l'échelle de la confiance politique dans différents pays européens. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que cette confiance politique, elle est très faible. La France est dans les derniers. On est juste mieux que la Pologne, à peu près comme la Pologne, un petit peu mieux que la Slovénie ou la Roumanie, mais très très loin de la Norvège, où on fait grandement confiance, de la Suisse, de la Suède, des Pays-Bas, qui ont une avance considérable en matière de confiance politique dans les institutions. Comment expliquer la chose ? Alors, on le trouve confirmé par à peu près tous les indicateurs. Si on regardait même les indicateurs de participation aux élections, on les trouverait également. Si on retrouve d'autres indicateurs de qualité du gouvernement, moi j'ai analysé des bases de données qui sont composées de centaines d'indicateurs sur ce qu'on appelle la qualité du gouvernement. Je vous donne un exemple très simple. Dans quel pays est-ce que l'on peut faire appel d'une décision négative contre soi d'une autorité publique? La mairie me refuse un permis de construire ou je ne suis pas satisfait d'une décision de l'administration à mon encontre qui me refuse l'accès, par exemple, à une allocation ou à un bénéfice.
C'est pas en France que les procédures sont les plus faciles pour le citoyen de faire appel des décisions de l'administration et sur de très nombreuses dimensions, le respect des libertés publiques, la qualité de la vie de l'espace démocratique, sur de très nombreuses dimensions, la France est en milieu de tableau, intermédiaire entre le groupe de tête en Europe, c'est-à-dire l'ensemble des pays de l'Europe du Nord et la Suisse, qui est toujours très haut dans les classements internationaux de qualité de la démocratie, et des pays qui sont, on va dire, soit des pays plus latins encore que nous, soit des pays qui sont des démocraties plus récentes que nous. Je pense en particulier à des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne. Donc on est un peu intermédiaire. Et là, on n'est pas intermédiaire, là, on est en queue. Voire, sur certains indicateurs, on est même carrément en queue de peloton, effectivement. Et la France est structurellement installée dans la défiance politique vis-à-vis des institutions. Donc depuis les années 2000, oui, même sans doute. Même avant. Même sans doute, si on remontait avant, je ne doute pas si on disposait de données qui dateraient des années 1970-80, on trouverait déjà sans aucun doute ce phénomène. On est aussi un pays qui est caractérisé par une très grande forme de violence du débat politique, une forme de violence aussi qui peut exister dans l'espace public. À ma connaissance, il n'y a pas eu en Europe d'équivalent de la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire un moment authentiquement à la fois d'explosion de colère populaire et aussi de violence qui, pour un pays démocratique et riche comme le nôtre, est tout à fait stupéfiante. Et vous expliquez, là, en fait, quand vous commentez ces sondages, dans votre baromètre de la confiance politique du Cevipof, qu'il y a une espèce de méfiance vis-à-vis des élites. Est-ce que c'est pas ça qui est spécifiquement français ? Vous dites 85% des Français pensent que les responsables politiques se moquent d'eux. C'est absolument incroyable, 85% qui pensent que les élites se moquent. Alors qu'est-ce que c'est que cette coupure ? D'où vient cette coupure avec les élites ? Elle aussi très historiquement datée. On a eu de nombreux moments dans l'histoire politique française d'antiparlementarisme. Ça a existé dans l'histoire politique française. Donc il y a un legs, il y a un legs qui est important. Il y a cette faiblesse des maillons dont je parlais tout à l'heure, qui est que les partis politiques, les syndicats, la société civile n'arrivent pas bien à incarner la prise de relais qu'ils devraient faire normalement entre le citoyen et la sphère de la décision politique. Et c'est vrai qu'en France, la perception des politiques, c'est d'abord et avant tout un univers clos sur lui-même, un univers qui n'est pas empathique, un univers qui ne cherche qu'à proroger et à prolonger ses propres avantages. Il y a quelques indicateurs dans notre baromètre qui montrent un peu de progrès. On a posé depuis 3 ans l'indicateur qui est: est-ce que les hommes et femmes politiques font de leur mieux pour tenir leurs promesses de campagne électorale ? Alors il y a un gigantesque mieux. Aujourd'hui, on doit être autour de 30%. Qui pensent qu'on était parti de 18-20%, donc on est à 30%. Ça évolue à travers l'histoire, et donc toujours dans le livre d'Antoine Bristiel, on trouve ce graphique de l'évolution de la confiance des Français envers les partis politiques et le gouvernement de 2001 à 2019. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une pointe en 2012. Expliquez-moi pourquoi. Alors notre enquête a été faite à l'automne 2011, à la vague de 2012, à un moment donné où on a eu la primaire, en particulier pour sélectionner le candidat à l'élection présidentielle de 2012 à gauche, primaire que François Hollande avait remportée pour gagner ensuite l'élection présidentielle. Donc sans aucun doute qu'il y a un effet de contexte qui explique ça, mais en règle générale, si vous lissez cette moyenne... On se rend compte que la défiance augmente continuellement. Oui, mais les pointes que tu vois sur le graphique me semblent liées à des périodes électorales. Des périodes d'élection, voilà. Les périodes d'élection, traditionnellement, refont penser aux Français qu'après tout, les partis politiques, ça sert un peu. Mais on n'est pas non plus dans une remontée de confiance extraordinaire. En moyenne, on est autour de 13 à 15% de confiance dans les partis politiques. 13 à 15%, voilà. Dans notre série, ce qui met toujours les partis politiques tout en bas de la liste. Nous, on demande aux Français la confiance dans une dizaine... L'armée, la police en a pris un coup récemment. La police en a pris un coup récemment, donc dans les résultats... Mais l'armée, l'hôpital... En fait, si vous voulez, je dirais qu'il y a une... On peut distinguer 3 blocs d'institutions. Il y a les institutions qui sont le plus investies de la confiance. Ce sont toujours des institutions qui incarnent la protection et la proximité. L'hôpital, l'armée. Vous dites la sécurité sociale aussi. La sécurité sociale,
les Mais la collectivités locales. Ah oui, la le justice, maire. La voilà, police. le maire, La police. Donc, Oui, mais la police a beaucoup voilà. chuté. Mais la police, vous dites Mais 66%. globalement, tout ce qui incarne, on va dire, la Oui, la protection protection. et la proximité. Le deuxième bloc, c'est des institutions. Je prends comme exemple la justice, qui a une confiance qui est à peine majoritaire, tout juste, 46%, un peu en dessous. oui. Voilà. Donc c'est quand même pas rien, puisque la justice, c'est un pilier d'un système démocratique, mais la justice fait peur aussi. Donc elle est beaucoup moins investie de confiance. On va trouver en troisième bloc des institutions qui incarnent, ou des autorités qui incarnent la sphère publique, l'espace public, les médias, Oui. les syndicats, les partis, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, curieusement, tout le monde passe sa journée sur les réseaux sociaux, alors que moins de 20% des Français disent avoir confiance dans les réseaux sociaux. Bon, mais tout ce qui concerne, on va dire, la sphère de l'espace public est instantanément investi d'une confiance très, 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 très faible. Et vous pouvez parlez lire, même d'un syndrome de défiance. oui, un vrai syndrome de défiance, puisque nous, on analyse les facettes de cette attitude générale défiante, et on voit bien que tout est articulé, c'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes qui sont défiantes dans l'espace public ou dans la politique, qui en même temps vont dire qu'on devrait en France accueillir moins d'étrangers, par exemple, ou qui vont également dire que plus rien ne va comme avant en France, que la démocratie c'est bien, mais c'est pas assez efficace. Peut-être qu'il faudrait mieux moins de démocratie, plus d'efficacité, également, qui est une tendance que nous constatons Ou de la dans les démocratie données en plus directe, France, ou de la démocratie plus directe. plus Donc, participative. Voilà, donc on voit qu'effectivement, il y a une sorte de syndrome, c'est-à-dire que les gens qui sont défiants par rapport à l'univers de la politique ont un ensemble d'attitudes politiques qui est assez articulé et assez cohérent. Alors justement, dans votre baromètre, qu'est-ce qu'il en est de la question de la Covid ? C'est-à-dire en quoi ce qui s'est passé en matière de Covid a affecté la confiance dans les institutions. Il semble, si j'ai bien compris, que dans la toute dernière période, on voit la confiance dans le président de la République monter, en partie parce qu'il semble qu'il n'a pas confiné, il a été plus souple qu'il a été au départ, etc. Alors, comment comprendre comment la question de la Covid a petit à petit informé la confiance dans les institutions ? Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'une crise d'une telle ampleur qui va marquer tous ceux qui l'ont vécu ad vitam. On sera tous à vie marqués de cette expérience que nous venons de vivre, du confinement et de cette crise. Une crise d'une telle ampleur, elle a forcément comme effet de faire réadhérer les Français et les Européens à tout ce qui est de l'ordre de l'institution qui protège, qui prend des décisions, qui semble empoigner la situation. C'est le cas du président de la République qui, même parmi ceux qui n'ont pas voté pour lui, disent voilà, il fait quand même face à la crise. Donc mécaniquement, on va dire qu'il y a un rebond de confiance qui est davantage sans doute sur le rôle exécutif que peut-être même sur la personne d'Emmanuel Macron. Je ne doute pas que s'il y avait une autre personne qui soit présidente de la République aujourd'hui en France, elle bénéficierait sans doute aussi de cet effet. Il y a un deuxième aspect qui est le jugement sur l'action qui est conduite. Et alors là, en termes d'évaluation comparative, si on compare la France aux autres pays, on voit que nous restons aujourd'hui dans des pays où l'évaluation est la plus négative. Quand on se compare aux Britanniques, aux Allemands, même aux Italiens, on l'a fait dans la dernière vague de notre baromètre de confiance, on voit que seul un tiers des Français, un gros tiers des Français disent le gouvernement gère bien la situation. Et on retrouve la rigolade par rapport au masque, la rigolade par rapport aux tests, bien sûr, etc. Enfin, le retard français en la matière. Voilà, on essaye de non seulement le comprendre. retard, mais comment faire confiance quand on vous ment quand même. Bah oui. Alors, on essaie de comprendre ce qu'il y avait de plus structurel. Il y a sans doute évidemment toutes les erreurs de pilotage dont on a parlé, et en particulier les masques. Parce que les masques, les tests, les vaccins. Mais les masques, parce que ce que nous enseigne la sociologie des attitudes, des représentations sociales, des attitudes politiques, c'est que si un filtre vient s'interposer entre la manière dont on perçoit quelque chose et cette réalité, ce filtre souvent perdure. Au tout début de la crise, s'installe un filtre pour les Français. On nous cache la vérité sur les masques, et sur les masques, on nous raconte des discours difficilement crédibles. On nous a expliqué qu'il pas faux, hein. fallait pas mettre de masque parce qu'on ne sait pas. D'abord, puis après que à l'intérieur, puis après dehors aussi. Et ce filtre reste là. Oui, c'est fichu après. Mais il y a d'autres explications. L'une des explications qu'on avance,
c'est qu'en France, la crise sanitaire, si on la compare aux autres pays, la crise sanitaire, c'est la crise politique par d'autres moyens. On continue à travers la crise sanitaire à exprimer notre insatisfaction à la fois sur le système démocratique français, sur la société française, l'ascenseur social bloqué, l'idée qu'on est une société où il faut avoir des relations pour progresser dans l'échelle sociale est très importante dans la dernière vague de notre enquête. Et donc la crise sanitaire, la manière dont elle est perçue, c'est aussi la crise politique par d'autres moyens, puisque le stock de défiance en France est tellement important que même une injection massive d'actions publiques, on ne peut pas nier que pendant cette crise, nos institutions répondent. Mais revenons 2 secondes sur ce que vous venez de dire à l'instant. Parce que la France a fait beaucoup d'actions publiques, ou enfin, disons les gouvernants, les autorités, mais avec des mesures très coercitives. Le confinement, etc. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la défiance quand même assez spécifiquement française et la nécessité du coup pour le gouvernement qui ne fait, comme vous le disiez tout à fait au début de l'émission, pas forcément très confiance non plus à sa population pour s'autoréguler et être respectueux d'autrui dans cette pandémie. Parce qu'il y a certains pays qui ont misé sur la responsabilité individuelle et qui ont délégué finalement la responsabilité sanitaire à chacun des citoyens. Et en France, on légifère. Alors, certes, la loi d'urgence, ce n'est pas une privation absolue de toutes nos libertés. Là, il faut rester raisonnable. Mais quand même, on légifère, on impose, on laisse tout le monde chez soi, on ne peut pas sortir après 18 heures. On est le seul pays où il faut un papier pour sortir, quand c'était le confinement. On est le seul pays du monde. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un cercle complètement vicieux entre la défiance de base Les défiances se nourrissent l'une l'autre. C'est ça, c'est sûr. Oui, je crois que comme on dit, c'est un jeu qui se joue à 2. Les citoyens n'ont pas confiance, l'État lui-même n'investit pas forcément la confiance dans les citoyens. On le voit dans notre enquête, c'est bien en France que les citoyens considèrent plus que dans les 3 autres pays, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, que pour faire face à la crise, les pouvoirs publics ne font pas confiance aux citoyens. Donc on voit, c'est très présent effectivement. Alors c'est vrai que si je prends l'exemple de la gestion de crise, on a eu un changement de Premier ministre en France. Ce changement de Premier ministre, il est présenté aux Français comme motivé par justement cette idée de dire il faudra faire autrement. Édouard Philippe incarnait une première phase, le confinement première manière. Il faut un deuxième Premier ministre parce que ce deuxième Premier ministre va incarner la proximité, le territoire, la déclinaison. Les élus locaux voilà, impliqués. Et puis on voit que ça ne marche toujours pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas bien à nouveau parce que c'est fait à la française, c'est-à-dire qu'on concerte avec les élus locaux, mais les élus locaux disent ben non. Laissez-nous faire, en fait. Non, ça ne marche pas. J'arrive pas à travailler avec le préfet, ou j'arrive à travailler avec le préfet, mais l'État ne suit pas. J'ouvre des centres pour se faire tester ou se faire vacciner, mais les vaccins ne sont pas là. Donc voilà, donc on voit qu'on tourne toujours en France autour de cette problématique qui, je crois, est pour moi la problématique d'avenir pour la décennie qui arrive en France et qui sans doute va jouer un rôle très important dans la prochaine élection présidentielle, qui est quel bilan d'expérience cette crise va nous permettre de faire sur notre fameux modèle français. Bruno Cotrez, j'ai regardé les périodes de confiance dans les institutions depuis la Révolution française et j'ai constaté, un petit livre qui explique ça, l'histoire de la confiance, que s'il y a eu une grande confiance le 14 juillet 1790, état de grâce, juste après la Révolution, en juillet 1830, état de grâce, en 1848, avec l'illusion lyrique des printemps, ensuite en 26-28, avec autour de Poincaré, parce que Poincaré allait sortir la France de ses difficultés. La libération et au fond les républicains autour de Gaulle, juste au moment de la libération. On a très peu de moments. Est-ce que vous pensez qu'il faut des circonstances exceptionnelles pour qu'on ait un moment de confiance dans les institutions et dans le gouvernement ? En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les exemples que vous avez donnés sont effectivement des situations un peu exceptionnelles, servies aussi par des personnalités exceptionnelles. Alors c'est vrai qu'en France, il y a toujours aujourd'hui le mythe
peut-être reconstruit après coup, peut-être glorifié, etc., mais le mythe de l'après-guerre. Le moment, on va dire, du Conseil national de la résistance, des années qui suivent l'après-guerre, on a le sentiment qu'on est en train de reconstruire une France en France, ensemble, avec beaucoup plus de leçons qui ont été tirées des difficultés des années 30. Et c'est vrai qu'on est à la recherche en France d'un moment comme celui-ci. On ne l'a pas pour le moment. Plusieurs élections présidentielles ont laissé penser aux Français que c'était le cas. Macron, dans son programme, le président Emmanuel Macron, dans son proposait programme, de réconcilier. C'est un point, au fond, pour le moment, je dirais, inachevé du macronisme. C'est un point inachevé. Oui, il n'a pas commencé. Peut-être pas commencé. Raté. Voilà. C'est un point qui, normalement, est au départ de la narration d'Emmanuel Macron. Le tout départ de la narration d'Emmanuel Macron, son livre-programme s'appelle « Révolution oui. ». C'est l'idée selon laquelle ce qui a été fait dans l'immédiat après-guerre et dans la modernisation de la France des années 50-60 a porté ses fruits jusqu'à un certain moment donné, et que d'après lui, à partir des années 1990, quelque chose comme ça, le modèle s'est mis à devenir dysfonctionnel. Et que les élections se seraient succédées et qu'on serait allé de promesses non tenues en promesses non tenues. Et Emmanuel Macron se fait élire sur l'idée non seulement de la réconciliation, et des réformes, mais aussi de dire on va enfin s'occuper de vous. Oui, voilà. C'est ça. On va enfin s'occuper de vous. Je vais enfin faire ce que les autres n'ont pas fait, c'est-à-dire d'où la méfiance. Faire mon programme, alors que tous les autres ont renoncé. Et on voit que c'est difficile, en tout cas. Merci Bruno Cotresse. Alors je rappelle qu'on peut suivre vos études par des publications donc, dans Le Monde régulièrement de votre baromètre de la confiance dans les institutions. Merci. Merci beaucoup. À qui, à quoi peut-on encore faire confiance? Deuxième partie sur le grill. Nous avons face à face Gloria Origi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe italienne. Vous travaillez à la recherche à l'Institut Jean Nicot. C'est un institut qui marche avec le CNRS. Vous êtes un personnel CNRS, HESS et Normal Sup. Et vous avez publié un petit bouquin qui m'a beaucoup plu parce qu'il est très simple et très clair, qui s'appelle « Qu'est-ce que la confiance ?» chez Vrin. Il y a longtemps. Il y a longtemps, oui. Et puis vous avez publié un petit livre sur la réputation, Qui dit quoi, au PUF. Et puis un livre qui s'appelle Passion sociale, aussi au PUF. En face de vous, Marion Worms. Alors Marion Worms, vous êtes normalienne, philosophe. En fait, vous êtes aujourd'hui maître de conférence à Paris 1 Sorbonne. Et puis, non, Paris 4. Paris 1. Paris 1, pardon. Vous avez écrit dans ce petit livre sur la confiance, qui est dirigé par Madame Sénic, vous avez une contribution qui touche au problème de la crédulité. Sommes-nous trop crédules? Voilà, je voudrais qu'on essaye, si vous le voulez bien, de comprendre comment s'organise cette confiance. En fait, pourquoi est-ce qu'on peut avoir confiance à un moment donné? Est-ce que la confiance est toujours partielle? Et vous posez cette question dans votre livre, Madame Origi, et en fait, vous répondez en partie avec l'idée que la confiance est à la fois une croyance et en même temps un sentiment. Oui, en fait, ce qui avait motivé ce livre, c'était le fait que, enfin, on parle beaucoup de confiance dans nos sociétés, mais on le considère un concept bien défini. Et en fait, si vous prenez l'histoire philosophique de la confiance, enfin, qui n'est pas très riche, enfin, il n'y a pas énormément d'études conceptuelles sur la confiance est un concept très compliqué à définir. Enfin, lorsqu'on demande aux gens, faites-vous confiance au gouvernement, qu'est-ce qu'on est en train véritablement de leur demander, qu'est-ce qu'on veut savoir de cet état? Et donc, en fait, parce que la confiance est un état complexe qui mélange des sentiments, de la croyance et donc des attitudes qui sont considérées parfois en opposition. Enfin, donc on pourrait dire que c'est à mi-chemin entre la rationalité, les sentiments et les émotions. Et il y a des traitements, disons, plus conceptuels de la confiance qui essayent d'expliquer comment ces deux aspects vont ensemble. Enfin, c'est ce que j'essaye aussi de faire dans mon livre.
en fait, il y a sûrement un aspect émotionnel. Enfin, la confiance est une relation chaude, elle n'est pas une relation froide. Mais il y a un aspect cognitif, ce n'est pas comme la foi. En fait, il y a des raisons qu'on est capable d'articuler lorsqu'on fait confiance d'une façon raisonnée. Enfin. Et qu'est-ce que l'aspect émotionnel? C'est l'aspect émotionnel à faire avec notre vulnérabilité. Faire confiance à quelqu'un, c'est se rendre vulnérable vis-à-vis de cette personne. Et cette vulnérabilité crée des attentes normatives. Si je me rends vulnérable à quelqu'un, je fais confiance et donc je me rends vulnérable. Je ouvre, disons, un créneau pour pouvoir, disons, me mettre en danger dans cette relation. Est-ce que l'autre va prendre en compte ma vulnérabilité? Si l'autre va prendre en compte ma vulnérabilité, donc j'ai eu des raisons de faire confiance. Mais je peux m'attendre, je peux être déçu. Donc les gens très souvent sont très déçus lorsqu'ils disent « je ne fais plus confiance à des institutions, etc. » parce que leur vulnérabilité n'a pas été respectée. Donc ça crée des attentes éthiques, normatives. Vous expliquez dans votre livre qu'il y a au fond une confiance optimiste, une vision optimiste et une vision pessimiste. La vision optimiste serait celle de Locke. La confiance faite au gouvernement incite ceux-ci à agir dans l'intérêt du peuple. Et on est dans une confiance qui est justement, on se rend vulnérable et on accepte. Et puis il y a une vision pessimiste qui est celle d'Hobbes. Hobbes dit que la confiance ne joue aucun rôle actif, alors qu'un contrat, au contraire, né de la défiance, peut stabiliser la confiance. Vous êtes plutôt du côté Locke ou du côté Hobbes? Bon, je pense qu'il y a eu une transformation du rôle de la confiance dans les démocraties contemporaines. Enfin, on demande des relations de confiance lorsque c'est vrai qu'on peut dire que la démocratie est un type d'institution qui est basé sur un contrat de défiance. Ça veut dire, je vous vote, mais je peux retirer ma confiance. Donc, je ne vous donne pas une confiance illimitée. Lorsque des régimes différents, comme la monarchie, par exemple, peuvent être considérés des régimes qui se basent sur une confiance illimitée. Donc, il faut trouver une façon rituelle, une façon de rénover la confiance avec les citoyens. Tandis que nous, on ne rénove pas la confiance, on rénove plutôt la défiance. On demande aux citoyens on laisse le droit d'enlever le support qu'on fait aux politiques. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on se retrouve dans plusieurs années très agitées, donc on est dans une espèce d'état d'urgence permanent depuis 2015 en France, on est dans une instabilité profonde de renouvellement de la vie politique, mais aussi instabilité internationale. Je pense qu'il y a une demande de faire confiance qui dépend aussi du fait que beaucoup de décisions au niveau politique sont prises en s'appuyant sur l'expertise, sur une caste, disons, d'experts. Et donc, cette nouvelle alliance entre expertise et politique fait ainsi que les gens ont besoin de faire confiance, ont besoin d'avoir des bases pour faire confiance. Alors Marion, on va vous parler ici de crédulité dans votre article. Et ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que vous nous faites valoir que le système cognitif humain serait fondamentalement crédule. Et vous reprenez la thèse de Daniel Gilbert, en tout cas d'abord, dans un premier temps, en disant que fondamentalement, le système cognitif est crédule. C'est-à-dire, on vous apprend quelque chose, vous y croyez. C'est pas un petit peu exagéré, ça? Alors, oui et non. En fait, c'est pas. Oui, c'est la thèse de Gilbert. C'est la thèse de Gilbert que je critique. Oui. Peut-être qu'il faut que vous lisiez qui est Gilbert, parce que moi je ne savais pas qui c'était. Absolument, c'est donc normal. Il a fallu que je vous le lise pour le découvrir. C'est Daniel Gilbert, qui est en fait un psychologue, un chercheur en psychologie sociale, qui a fait beaucoup de choses, et qui travaille pas seulement sur ces questions-là, mais qui a notamment conduit un certain nombre d'expériences, il y a déjà de début des années 90 en fait, pour enquêter sur les fondements cognitifs, effectivement, de la crédulité, de notre tendance supposée à croire ce qu'on nous dit par défaut.
Alors, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que, donc, je vais vous rapporter rapidement ce qu'a dit Gilbert, mais surtout, je vais essayer de montrer en quoi les conséquences que ça a pu avoir et l'influence que ça a pu avoir. Donc, Gilbert, il a mis en place un certain nombre d'expériences qui reposent sur un protocole assez simple, ce qui est toujours très bien en fait en psychologie expérimentale, parce que plus c'est simple, plus on arrive à mettre en évidence des effets et des phénomènes intéressants. Et en fait, ce qu'il essaye de montrer, c'est qu'il y a une sorte de dissymétrie dans notre système cognitif. L'idée étant que quand on entend ou qu'on lit, je rapporte ici les propos et la thèse de Gilbert, dont vis-à-vis de laquelle je prendrai des distances. Donc Gilbert nous dit, quand en fait on entend ou qu'on lit, quand on est confronté à un énoncé, à une affirmation, contrairement à ce qu'un certain modèle de la compréhension et de la croyance et de la formation des croyances suggère, il est faux de penser que, ce modèle classique auquel s'oppose Gilbert suggérerait que on entend ou on lit un énoncé, on l'analyse, au début on ne le croit pas d'emblée, on l'analyse, on réfléchit, ensuite soit on l'accepte, soit on le refuse. Bon. Selon Gilbert, il y a une forte dissymétrie en réalité, ne serait-ce que pour comprendre, analyser un énoncé et l'évaluer, il faut d'abord l'accepter. En gros, ce qu'il dit, c'est que quasiment compréhension égale croyance. Je ne peux pas comprendre un énoncé sans d'abord me représenter ce que serait le monde s'il était vrai, et donc me représenter le monde comme correspondant à cet énoncé. Et de là, il va sortir tout un tas de concepts. Donc ça, il va le mettre en évidence, supposément sur la base d'un certain nombre d'expériences, dont je pourrais dire quelques mots si vous le voulez. Mais en tout cas, sa conclusion, c'est qu'en réalité, on est par défaut crédule. Quand on entend un énoncé, d'abord on le croit, ensuite éventuellement on l'analyse, mais, et c'est là que c'est très important, si on a l'esprit occupé à autre chose, s'il y a autre chose qui nous préoccupe, on n'a pas toute notre attention sur cette question-là, eh ben on va l'accepter, l'énoncer, et on va le garder emmagasiné dans notre boîte de croyances, et il va jouer un rôle sans même qu'on ait exercé une quelconque évaluation, un quelconque esprit critique vis-à-vis de cet énoncé. Enfin, vous affinez la chose en ce qui vous concerne avec trois thèmes. C'est-à-dire que vous montrez qu'il est raisonnable de se fier à autrui dans la mesure où il y a une fiabilité de la source du message. Oui. Donc, au fond, on peut avoir confiance dans la source du message. Dans la mesure où l'enjeu décide à accepter de faire confiance. Oui. Et enfin, la plausibilité du message. Alors là, je trouve qu'on cerne quand même plus la question. C'est-à-dire si le message est plausible, si la source est quelqu'un à qui on fait véritablement confiance, et si l'enjeu en vaut la peine. Et à partir de là, on se rend compte que c'est en fonction de tout ça que la confiance s'instaure, non ? Tout à fait. Alors en fait, il y a une première chose qui est de dire que le fait qu'on croit plutôt qu'on ne rejette par défaut ce qu'on nous dit, ne signifie pas forcément que c'est notre premier mouvement. Ça peut simplement être le reflet d'un présupposé relativement raisonnable, qui est que, sauf raison particulière de me mentir, quand quelqu'un me dit quelque chose, il y a des chances que ce soit vrai, ce qui serait quand même la base de la vie sociale et de la communication. Donc le fait que, par défaut, en un certain sens, on soit crédule, à la rigueur, personne n'irait vraiment le contester. Quand je croise quelqu'un dans la rue et que je lui demande mon chemin, j'ai pas mal de raisons de penser que s'il me répond et qu'il me donne une indication, cette indication, je peux m'y fier. Alors évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais ce n'est pas forcément déraisonnable, c'est même plutôt raisonnable de partir du présupposé d'une forme de fiabilité de mes interlocuteurs. Vous savez, il m'est arrivé d'aller en vacances en Corse, et ils n'aiment pas beaucoup les hexagonaux, les gens qui sont sur le continent. Oui. Et un jour, quand on demande le chemin, quelqu'un me dit un chemin, je le suis, et je me rends compte que c'était pas du tout le chemin. Et alors je dis, mais c'est bizarre, quelqu'un m'a dit que c'était par là. Il m'a dit, mais oui, c'était un Corse, il a vu que vous n'étiez que quelqu'un qui venait de la France, et en conséquence, il a fait exprès de ne pas vous dire la vérité. Absolument. Non, mais l'idée n'est pas que tout le monde est toujours fiable. L'idée est que, sauf raison particulière de me méfier, mais donc maintenant, sachant cela, allant en Corse, j'aurais des raisons particulières de me méfier. C'est aussi ça, c'est l'expérience me guide dans la confiance que je vais accorder. Mais il y a ce premier point qui est que cette dissymétrie, elle n'est pas forcément le reflet d'une sorte
de mécanisme cognitif fondamental, mais simplement du fait qu'il n'est pas déraisonnable, enfin, ça ne serait pas fondamentalement irrationnel, ce serait simplement quelque chose de raisonnable. D'autre part, et c'est là effectivement qu'on a avec des collègues psychologues en Angleterre, on a refait les expériences de Gilbert en faisant varier la plausibilité des énoncés qui sont présentés au sujet, et on montre effectivement que ce que prétend montrer Gilbert, qui est que les gens croient par défaut ce qu'on leur dit, même si après on leur dit que c'est pas vrai, c'est ça un petit peu la manipulation de Gilbert, et bien s'inverse, si on leur dit quelque chose de peu plausible, même si après on insiste sur le fait que c'est vrai, en fait ils vont plutôt par défaut ne pas le croire. Donc il y a effectivement la dimension de la plausibilité à prendre en compte qui est importante, mais tout ça en fait, et la manière dont on critique donc avec ses collègues les travaux de Gilbert, ça, je tiens à le dire parce que pour moi c'est important, c'est vraiment l'esprit dans lequel on a fait ce travail, ça tend à remettre en question une idée assez courante, assez galvaudée, selon laquelle on est tous complètement crédules, on est tous complètement irrationnels, on est tous sujets à des biais cognitifs terribles qui nous font nous tromper, qui font qu'on est complètement irrationnels. Et en gros, les travaux qu'on a menés avec ses collègues psychologues vise à montrer qu'en fait, en regardant un peu plus finement les phénomènes et les effets expérimentaux qui sont censés soutenir cette thèse de l'irrationalité, on peut voir une forme de rationalité à l'œuvre qui peut effectivement être dans certaines situations, nous conduire à l'erreur et nous conduire à des situations parfois même délétères. Mais l'idée étant de dire que expliquer ce qui nous semble apparemment irrationnel, comme les rumeurs, les fake news, les théories du complot, tout ce qu'on veut, en appelant une irrationalité fondamentale, en fait, c'est pas très explicatif. Et c'est plus intéressant de regarder dans le détail les phénomènes cognitifs et d'essayer d'y voir ce qu'il peut y avoir de rationnel là-dedans, quand bien même, parfois, les effets sont effectivement... Gloria Ruggii, est-ce qu'on peut dire que dans votre livre, vous hésitez entre cette rationalité et l'irrationalité, et qu'au fond, vous ne nous dites pas, vous, que la rationalité l'emporte? En fait, je pense, et c'est aussi un sujet sur lequel je me suis mise à travailler après, le rôle des émotions dans nos croyances. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment éliminer les aspects, disons, émotionnels et les aspects rationnels. Enfin, c'est difficile d'expliquer les mécanismes, pourquoi les gens font confiance, sans mélanger les deux. Et donc, lorsque Marion, par exemple, parlait de cet acte de confiance préalable qu'on fait aux autres, enfin, donc on a une espèce de a priori de faire confiance, moi je pense qu'il relève pas mal de l'affectif, du fait qu'en fait on veut se trouver dans une certaine atmosphère affective avec les autres, mais néanmoins ça ne veut pas dire que nous sommes dépourvus de mécanismes que j'appelais dans mon travail, dans d'autres travaux, de vigilance épistémique, afin de capacité à détecter les conditions de confiance et donc revenir très souvent avec des réactions émotionnelles fortes. Lorsque vous avez fait confiance à quelqu'un, votre confiance est trompée, et la relation est très difficile à réparer. La relation humaine est très difficile à réparer. Donc les deux aspects, comme ça montre de plus en plus, enfin, il y a eu vraiment un tournant émotionnel dans les études aussi, dans l'épistémologie aussi, et dans les études de la compréhension des croyances des gens, enfin, où c'est très difficile de distinguer entre ces deux aspects. Et je ne voudrais pas le faire. Je trouve que nos actes disons, notre approche, notre démarche, disons, vers la connaissance est une démarche qui est émotionnellement marquée. Prenez la curiosité, prenez toute une série d'émotions qui sont liées à arriver à comprendre. Et la confiance est une de ces émotions. Gloria Ruggii, dans une société où on est de plus en plus marqué par le numérique, alors je sais bien que vous êtes philosophe, mais c'est difficile de savoir quelle est la force plus grande, pourquoi il y a une force plus grande des émotions, et qu'aujourd'hui on interprète la chose en disant la croyance augmente,
avec la confiance augmente avec les émotions. Et c'est les émotions qui organisent le processus de confiance. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui disent oui d'accord, bonne idée, mais enfin comment est-ce qu'on peut justifier ça? Et est-ce qu'on a des preuves? Écoutez, il commence à y avoir des études intéressantes sur comment les émotions, pourquoi un outil cognitif comme le web, enfin, qui nous a servi au début pour vraiment avoir des informations et chercher des informations, donc c'était un outil éminemment épistémique, est devenu un outil si chaud. Enfin, en fait, une des raisons, c'est que je viens de lire des travaux intéressants, c'est le fait que, disons, les réalités, c'est ce qu'on appelle les bulles de l'Internet, la réalité partagée qui nous sert pour fixer des faits qu'on partage, enfin, des faits sur lesquels on est d'accord, est une réalité dans une bulle. Donc, chaque bulle a sa propre réalité. Et ça, ce n'est pas seulement parce qu'il y a une polarisation, etc., mais c'est vraiment un effet du système. C'est comment le web est construit. Nous faisons attention à certains signaux sur le web. Où est l'attention des autres? L'attention des autres, nous la voyons par exemple avec le nombre de, vous dites les nombres, enfin comme le nombre de retweets, le nombre de likes, etc. Là, c'est où va l'attention des autres. Donc, nous convergeons avec les autres sur des phénomènes d'attention et comme ça, on construit des réalités qui sont dans un espace enfermé, donc dans le cercle des gens qu'on suit sur Twitter, dans le cercle de nos amis sur Facebook ou sur Instagram, etc. Donc, ces bulles ont la tendance à devenir chaudes du point de vue émotionnel. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes d'appartenance, par exemple, qui sont des mécanismes émotionnels qui justifient le fait que je fais partie de cette bulle. Et aussi parce que les émotions ne sont pas si bêtes. Enfin, les émotions nous permettent très souvent de détecter très vite la valeur informationnelle d'un morceau d'information. Et donc, il y a cette attitude que je trouve assez spectaculaire sur le web, que les gens très souvent partagent avant d'avoir lu. Il y a des études qui montrent que beaucoup de contenus enfin, partagés avant d'avoir été élaborés, comme disait Marion, enfin, du point de vue cognitif. Enfin. Et là, c'est une réaction émotionnelle, mais c'est une réaction épistémico-émotionnelle. Ça veut dire que c'est une réaction où les émotions vont plus vite, étant donné la vitesse du web. Donc, deux facteurs. L'aspect bulle, qui crée une caisse de résonance émotionnelle pour ceux qui sont dedans, et l'aspect vitesse, qui fait ainsi que les émotions très souvent sont des détecteurs de la valeur de l'information qui vont plus vite par rapport à notre cognition, qui est encore... Alors Marion, vous insistez aussi sur ce processus d'évaluation. Ouais. Et est-ce qu'on peut essayer de savoir comment vous voyez, vous, cette évaluation de quelque chose qui est de l'ordre de qu'on peut faire confiance et d'autres choses auxquelles on ne peut pas faire confiance? Ouais. Bah alors comme vous le disiez justement tout à l'heure, et je ne suis pas revenue sur ce point-là, et c'est un point important, il me semble qu'effectivement, dans la question de savoir si je vais accepter, disons, un contenu, accepter de croire donner mon assentiment à un énoncé auquel je suis confrontée, il y a, à mon avis, effectivement, au moins 3 aspects à prendre en compte, en laissant l'aspect émotionnel de côté, même s'il réapparaît d'une certaine manière. Je nie absolument pas que ça joue un rôle. M'intéresser à la dimension strictement épistémique de la chose n'est pas du tout une manière d'éliminer le reste. Mais disons, à la question de savoir s'il est raisonnable pour moi d'accepter, d'admettre qu'un énoncé est vrai, à mon avis, il y a effectivement au moins 3 aspects qui entrent en jeu. Vous les avez rapidement énoncés tout à l'heure. Celui de la crédibilité de la source d'information. Si c'est quelqu'un qui m'a menti 1000 fois par le passé, j'ai peu de raisons de m'y fier. Inversement, si c'est quelqu'un... Bon, voilà, on voit bien qu'il y a la question de la crédibilité de la source. D'autre part, la plausibilité du contenu, les deux n'étant évidemment pas indépendants. Quelqu'un de très fiable qui me dirait qu'il vient de croiser un éléphant rue Erard. Ma croyance dans la présence d'un éléphant rue Erard ne serait pas tellement augmentée. En revanche, ma
confiance dans la personne qui me dirait ça chuterait dramatiquement. Donc évidemment, les deux ne sont pas indépendants. Mais il y a un troisième aspect, c'est là qu'on va rejoindre aussi les questions émotionnelles, qui est effectivement l'enjeu des décisions qui s'en suivent. Et là, j'aime bien prendre souvent comme figure celle du juré au tribunal, qui, face à, notamment si on pense à la figure du 8e juré dans 12 hommes en colère, Henri Fonda, qui, face à un ensemble de preuves peut-être accablantes contre l'accusé, si je suis seule dans mon salon et que je me demande à ce type est-ce qu'il a tué son père, bon oui, probablement. Je veux bien le croire. Et au fond, s'il n'y a pas tellement de conséquences, j'ai peut-être toutes les raisons de le croire, parce qu'il y a beaucoup de preuves à son encontre, beaucoup de preuves à charge. Si le croire et déclarer que je le crois implique qu'il finit sur la chaise électrique, peut-être que le seuil et de crédibilité des sources et de plausibilité des contenus, et finalement le seuil de ce qu'on appelle la confirmation, le seuil de probabilité de l'hypothèse en question, va être beaucoup plus élevé pour que je lui donne mon assentiment. Et mon idée, j'ajoute juste ça, c'est que distinguer ce que je vais croire et ce que je vais décider, à mon avis, est un peu une erreur. Je pense qu'il est difficile de dire qu'il y a des croyances nues, vierges, enfin sans conséquence, et puis qu'après on prend des décisions. Je pense que toute croyance, le fait de est-ce que je crois qu'il pleut dehors, est-ce que je crois que ceci ou cela, n'est jamais complètement indépendante des conséquences d'une décision que je prendrais potentiellement sur la base de cette croyance. C'est là que je pense qu'il y a une perméabilité des enjeux et des décisions qu'on prend dans la vie et des croyances. Et peut-être que sur ce point-là, peut-être que c'est une porte d'entrée pour les émotions. Je ne sais pas si vous savez que dans la tradition juive, de façon très 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 historique, depuis très longtemps, lorsqu'on a un tribunal et qu'il y a 12 personnes qui jugent, par exemple, s'il y a une personne qui pense qu'il y a un doute, dans ce cas-là, on considère que la personne est innocente. C'est-à-dire une seule, c'est quelque chose qui remonte à des milliers d'années. C'est-à-dire qu'il y a depuis des milliers d'années, quand un tribunal d'une douzaine de personnes juge quelqu'un, s'il y a une personne qui dit il y a encore un doute, alors à ce moment-là, compte tenu de l'enjeu justement, on considère qu'il ne faut pas faire confiance à la totalité ni à la majorité. Mais c'est ça que suggère l'idée de doute raisonnable. Au-delà de tout doute raisonnable, il faut que vraiment il y ait... mais la règle de l'unanimité pour les condamnations pour crime dans certains tribunaux est appliquée, effectivement. Oui. Alors je voudrais vous interroger pour terminer sur la question de la Covid. Un certain nombre de gens ne font pas confiance au vaccin. Comment est-ce que vous interprétez cette absence de confiance? Et quand j'ai lu votre livre, je me suis posé cette question et je dois dire que je suis resté perplexe. Est-ce que véritablement on peut rendre compte des raisons qui poussent un certain nombre de gens? Ils ont des raisons rationnelles. Ils disent voilà, on n'a pas assez de preuves, on ne sait pas ce qui va venir à l'avance. Bon, mais finalement, non, c'est pas ça qui l'emporte. C'est autre chose. Alors, vous diriez émotionnel. Et quand on lit votre livre, on comprend que c'est émotionnel. Mais est-ce que ça veut dire émotionnel, je ne fais pas confiance à la médecine, ou émotionnel, je ne suis pas assez sûr que la médecine donne une réponse? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense c'est très bien cette question parce que je commence un travail nouveau sur les vaccins, en particulier les anti-vaccins en France, parce que c'est une question qui pose des problèmes. Je le fais avec un collègue italien parce que vous avez quand même une réputation de gens extrêmement raisonnable et rationnel. C'est un pays on a une réputation aussi déraisonnable. On est le pays où il y a le plus d'anti-vaccins de toute l'Europe. Justement, ça nous pose un vrai problème. C'est vraiment une bonne question scientifique, une bonne question d'enquête sur laquelle enquêter. Et je pense deux choses. Je commence à lire, j'ai lu pas mal de littérature sur pourquoi les Français ne font pas confiance au vaccin. Il y a les théories les plus bizarres, comme c'est lié encore à des vieux scandales dans la santé, comme les sang contaminés il y a 30 ans presque. Les vaccins qui ont provoqué la sclérose en plaques, etc. Moi, je ne crois pas du tout que ça puisse être lié à des faits
par exemple, les sang contaminé, qui est vraiment très ancien, surtout parce qu'on voit que la réaction anti-vaccin, c'est plus dans les jeunes que dans le plus l'âge augmente, plus les gens sont confiants dans le vaccin. Donc, parce qu'ils ont peur de la mort. Oui, parce que voilà, dans le Covid, effectivement. Oui, donc il y a quand même une espèce d'âge. Voilà, exactement. On devient plus raisonnable avec l'âge. Donc, je crois qu'il y a deux choses. Une, c'est une espèce de populisme épistémique qui s'affirme de la même façon comme le populisme politique. Enfin, ça veut dire, on a l'idée que les faits sont produits loin de nous, enfin, dans des laboratoires internationaux, avec des expertises qui sont sur notre tête. Et il y a une vraie situation de sentiment d'humiliation épistémique. Si on n'est pas, si on n'est pas des experts, enfin, ou si on n'est pas, si on connaît pas des experts, etc., on se retrouve dans une espèce de pauvreté intellectuelle dans laquelle on est obligé à déférer aux autres. Donc, de faire confiance. De faire confiance. Et alors là, il y a une espèce de résistance à la française, enfin, de dire non, là, je ne me plie pas. Et puis, je pense que du côté plutôt confiance dans les institutions, à nouveau, l'émotionnel vient de... une confiance trahie avant, enfin, justement. On a eu des manifestations voilà, on nous a trompés sur les masques, on nous a trompés sur plein de choses. Donc, donc le fait qu'on était vulnérable et on nous a trompés, alors, comme je disais tout à l'heure, c'est des sentiments qui restent longtemps. Enfin, donc, ça reste une espèce de... Tu as trahi ma confiance, moi je te fais plus confiance. Mais ça n'explique pas, Marion Worms, pourquoi est-ce qu'il y en a plus en France d'anti-vaccins qu'ailleurs. Est-ce que vous avez une idée ? Et est-ce que la crédulité, puisque c'est ça que vous étudiez dans votre travail, est-ce que la crédulité est moindre en France qu'ailleurs? Non, alors je n'ai pas fait d'études, d'autant que je travaille sur des sujets des participants anglais, donc enfin, en Angleterre en tout cas. Donc non, j'ai pas d'études comparées des fondements cognitifs de la crédulité selon les pays. Et du coup, enfin, en conséquence, les raisons pour lesquelles le mouvement anti-vaccin est plus fort en France, je pense pas qu'il puisse s'expliquer pas cognitivement. Enfin, je pense que ça doit être social et politique. Donc en revanche, sur la question des anti-vaccins dans le cadre de la crise du Covid, étant donné effectivement qu'il y avait déjà un terreau anti-vaccin et que dans le cadre de la crise du Covid, il y a un nombre d'incertitudes et une quantité d'ignorance qu'on est obligé d'admettre qui est telle que ça semble assez naturel que s'engouffre, enfin une tendance déjà à se méfier des vaccins soit accentuée, sachant qu'ici, on a effectivement dit quelque chose sur les masques, ensuite on est revenu dessus. Les scientifiques sont obligés d'avouer l'énorme part d'ignorance face à ce virus nouveau. Enfin, donc ça semble assez naturel que dans ce cadre-là, le mouvement anti-vaccin se trouve une... Bien, alors merci à toutes les deux. Alors je voudrais recommander le livre dans lequel il y a la contribution de Marion Worms qui s'appelle « Crise de confiance » et qui est publié aux éditions de la Découverte. Et puis pour Gloria Origi, donc ce petit bouquin « Qu'est-ce que la confiance » chez Vrin. Et puis Passion sociale, c'est votre dernier livre aux presses universitaires de France. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. À qui, à quoi peut-on encore faire confiance? Notre grand témoin est Marc Hunyadi. Bonsoir, vous êtes professeur de philosophie morale et politique à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes auteur de « Je est un clone », du temps du post-humanisme, de l'homme en contexte, des tyrannies du mode de vie, et puis ce livre qui vient de paraître sur la confiance et qui s'appelle « Au début et la confiance ». Alors pourquoi au début, Marc Hunyadi? Vous pensez qu'au début, il faut d'abord se faire confiance? J'espère que vous me faites confiance. J'ai lu le livre, Hélène Mathieu ici aussi, et que vous avez raison de nous faire confiance au début. C'est pas exactement le sens du titre, ça pourrait l'être, mais c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que le livre ne s'appelle pas « Au début était la confiance », par exemple, ce qui aurait été plus biblique.
En réalité, la thèse du livre, c'est que la confiance est quelque chose qu'on ne peut pas perdre, qui est toujours là. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours là? Elle est toujours là parce qu'en réalité, elle est rapport au monde. Elle est fondamentalement on va y revenir. Mais vous nous expliquez au début du livre que nos démocraties intègrent la possibilité de la défiance. Et je voudrais essayer de cerner cette question, parce que comment nos démocraties, selon vous, intègrent cette idée de la défiance? C'est-à-dire, ils intègrent l'idée qu'il y a des gens qui ne font pas du tout confiance aux institutions. Non, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que si on n'est pas content avec un gouvernement, eh bien, on peut le démettre. Le peuple peut le démettre lors des élections. Il y a adopter une motion de défiance. Adopter une motion de défiance, exactement. Donc il y a toute une série de procédures différentes selon les pays, naturellement. C'est plus difficile en France qu'ailleurs, je dois dire. Donc depuis Locke, au fond, depuis que Locke est le penseur qui avait pensé la démocratie, dans son rapport à la confiance, et il avait dit contre Hobbes, par exemple, qu'il n'est pas pensable de faire confiance une fois pour toutes à un gouvernement, c'est-à-dire de le nommer, et puis après de lui donner une sorte de quitus, qu'au contraire, il fallait le surveiller en permanence. Et encore aujourd'hui, avec la tradition, si vous voulez, très répandue, des audits, c'est cette tradition-là qui se perpétue, c'est-à-dire d'une attitude de défiance potentielle, enfin de contrôle en tout cas, qui veut dire qu'on ne fait pas a priori confiance et pour toujours. Mais selon vous, le danger principal réside dans le refus de la recherche coopérative de la vérité. C'est-à-dire qu'il peut, au fond, mener, d'une certaine façon, cette recherche coopérative de la vérité peut mener à une vraie confiance. Mais s'il n'y a pas cette recherche, vous dites que ça ne va pas. L'exemple le plus récent qu'on a eu, c'est les événements du Capitole le 6 janvier dernier. Bon, là, on a un groupuscule quand même de gens, importants, parce que voilà, c'est aux États-Unis, mais enfin, proportionnellement, c'est très peu de gens qui manifestent manifestement, si je puis dire, une défiance très grande à l'égard du gouvernement, des institutions. Et alors, eux, ils transforment en réalité cette méfiance ou cette défiance en action violente, en action de guérilla quasiment contre le Capitole, le temple de la démocratie américaine, au lieu de se soumettre en fait à la procédure normale, c'est-à-dire d'élire, de perdre des élections, d'admettre qu'on est dans la minorité, d'admettre la règle de minorité et de majorité, etc. Donc là, le problème, c'est que la défiance a été, là encore, elle est si vous voulez, dans l'organigramme de la démocratie, la défiance est incluse. C'était l'enjeu de la campagne électorale. Le problème, c'est que eux, cette défiance, eh bien, ils l'ont converti en action violente. Même chose pour les Gilets jaunes. Même chose pour les Gilets jaunes, tout à fait, on peut absolument dire ça. Naturellement, il y aura beaucoup d'analyses à faire sur les Gilets jaunes, mais on peut notamment parler d'une espèce de méfiance structurelle, en fait, à l'égard des élites. C'est assez caractéristique de la France. La France est très forte pour produire des élites, déjà dans son système universitaire à 2 vitesses, unique au monde, les grandes écoles et puis l'université. Donc d'une manière générale, il y a un problème, la France a un problème avec ses élites. Les Gilets jaunes l'ont fait entendre, et il y a une espèce aussi je dirais, d'incapacité institutionnelle à intégrer au fond la voix des Gilets jaunes. D'une manière générale, il y a une incapacité très forte en France, spécifiquement en France, d'intégrer la contestation. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de culture, je dirais, de la lutte, une culture du conflit qui fait que quand on n'est pas d'accord, on descend dans la rue. Mais bon, c'est pas la plus démocratique des manières de faire. C'est-à-dire qu'il y a des pays où les institutions intègrent beaucoup plus, déjà en amont d'une décision, l'opposition, les minorités, les voix discordantes, etc. Un petit mot quand même, parce que vous semblez totalement d'accord tous les deux pour faire le parallèle entre les Trumpistes qui envahissent le Capitole et les Gilets jaunes. Dans votre livre, vous insinuez, enfin vous instaurez quand même un distinguo important, c'est le mensonge. C'est-à-dire que les Trumpistes, contre les 60 juges, c'est ce que vous écrivez, qui ont acté les élections, ils
table sur le mensonge. Les gilets jaunes, est-ce qu'ils tablaient tous sur le mensonge? Non, pas Non, du c'est tout. quand même, voilà. Non, c'est pas ce que Ils je voulais étaient dire. sincères. Non, Oui, ils non, étaient- j'ai bien compris, mais il faut peut-être, juste oui. pour les téléspectateurs, les Vous avez auditeurs, Bon, ces introduire ces nuances. Mais par ailleurs, on peut revenir sur ce que vous étiez, c'était en fait la démocratie, et que ce soit un pilier de la démocratie, en vrai, cette recherche coopérative de la vérité. Voilà, c'est un des piliers de la démocratie. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles on a instauré la démocratie. C'est-à-dire qu'en l'absence d'une vérité avec un grand V, en l'absence d'un accès direct de certains à la vérité, la seule chose qui reste, c'est de se mettre d'accord, au fond, de trouver une vérité avec un petit V, une vérité coopérative, et de chercher la meilleure solution possible. C'est ce que mettent magnifiquement en scène nos parlements, la scène parlementaire, un demi-cercle où tout le monde peut s'exprimer librement, à part égale, etc. etc. C'est une image quand même très très forte de recherche coopérative de la vérité. Et ce qui est inquiétant dans les événements, par exemple, du Capitole, c'est que voilà, on a passé tout ça par-dessus bord. C'est-à-dire il n'y a plus aucune exigence de vérité, il n'y a plus aucune soumission à une règle acceptée par tous, il y a juste la défense, au fond assez identitaire au sens simple affirmation de soi, n'est-ce pas, de ce qu'on croit être vrai. Mais une très grande part d'irrationnel. Alors sans doute une très grande part d'irrationnel, bien sûr, mais surtout une volonté d'auto-affirmation au mépris de toutes les règles qui, par ailleurs, existent. Marc Lignadi, alors cela dit, au fond, dans le même sens que ce que disaient tout à l'heure sur le grill nos deux invités, vous dites aussi que tous les jours on fait confiance. Et vous expliquez que cette confiance, elle est bien normalement répandue. Dans la rue, on ne s'attend pas à ce que le sol s'effondre sous nos pieds. De la même manière, on croit que la confiance, c'est un pari sur les attentes de comportement. Et en général, on fait ce pari sur les attentes de comportement positif. Vous nous dites que ça vaut aussi bien pour les choses. Concernant le réveil, j'attends que mon réveil fonctionne. Pour les personnes, je parie que mon employé va se comporter conformément au cahier des charges, etc., etc. Donc, il y a un fond de confiance dans la société. Et c'est sur ce fond de confiance que vous commencez à réfléchir. Exactement. Il n'y a pas seulement fond de confiance dans la société, Dans l'homme. Il y a dans l'homme, C'est ça. dans le rapport au monde. Voilà. Dans le rapport au monde. Voilà. Et le rapport à l'action. Et vous dites que la confiance est une relation au monde. La confiance est une relation au monde, parce que être dans le monde, c'est agir dans le monde. Voilà, nous sommes assis là, c'est une action, être assis, être couché dans son lit, c'est agir naturellement. Tout est action, donc le rapport au monde est fondamentalement pratique. C'est pourquoi je pars dans ma théorie de la confiance effectivement d'une analyse de l'action. Qu'est-ce que c'est que l'action? Et j'analyse l'action comme étant comme ayant fondamentalement une structure d'attente. C'est-à-dire que si j'agis, voilà, je prends ce verre, je m'attends à ce que évidemment le verre résiste à ma pression et n'éclate pas dans mes mains, par exemple. Nous nous attendons à ce que nos chaises nous soutiennent, etc. Donc c'est cette catégorie d'attente de comportement qui est extrêmement forte et qui a été, disons, sous-estimée, on va dire, parce que les théories de l'action, en particulier les théories modernes de l'action, mais pas que, se concentrent sur l'aspect volontaire de l'action. Je veux ceci, je veux cela, j'ai tel projet, le projet sartrien, etc. Tout ça, ce sont des figures du sujet libre qui s'affirme volontairement dans son action. Ok, mais moi je dis que ce n'est qu'un côté de l'action, en fait, c'est qu'une face de la médaille, parce qu'aucune action ne pourrait être envisagée si je ne m'attendais à ce que le corrélat de mon action, ce sur quoi porte mon action, se comporte d'une certaine manière. C'est intrinsèquement lié. En même temps, faire confiance, c'est un risque. Il y a quelque chose de l'ordre du risque. Disons, On ne reste oui. pas enfermé dans son individualité, mais on va vers autrui et on lui fait confiance. On prend le risque de lui faire confiance. Tout à fait, mais j'aimerais être prudent avec ce terme de risque parce que c'est par exemple la catégorie que les sociologues ou les économistes ont mise en avant. Ils disent au fond, dans toute action, il y a un risque et donc on peut le calculer, donc on va faire des probabilités, etc. Et alors ils assimilent la confiance à une certaine forme de calcul, ce que je conteste absolument. Donc il y a... Vous dites, j'aimerais juste expliquer. Prédécesseur, vous dites que la confiance, c'est finalement de l'ordre des émotions. Ça, c'est encore autre chose. Attendez. Si on ne calcule pas.
On peut calculer. Il y a des situations où on calcule. Si je veux acheter une voiture d'occasion, naturellement, il est quand même de bon ton de savoir la réputation du vendeur, de s'y connaître un peu en mécanique, de regarder, etc. C'est une forme de calcul. Mais moi, ce que je dis, c'est que dans le rapport fondamental au monde, là, la confiance n'est pas calcul, si vous voulez. L'enfant qui saute de l'armoire dans les bras de son papa ou de sa maman, naturellement, ne calcule pas. Il ne fait pas une hypothèse sur le comportement futur de sa mère ou de son père. Il s'attend simplement, et il faut expliquer ce que c'est que s'attendre. C'est phénoménologiquement, philosophiquement très intéressant. Mais il s'attend évidemment à ce que ses parents se comportent d'une certaine manière. Et il en va de même dans l'ensemble de nos relations au monde, la relation aux objets techniques, relation de l'environnement avec le sol dont on parie qu'il ne s'effondrera pas, avec les personnes naturellement, et puis avec les institutions qui sont des entités plus abstraites que les personnes. Alors tout à l'heure, Bruno Cotresse disait qu'il y avait une augmentation de la défiance vis-à-vis des institutions et du gouvernement. Et puis quand on lit Marc Hunyadi, on se rend compte que c'est pas vrai du tout. Marc Hunyadi dit pas du tout ça. Lui, il dit au contraire, et vous le dites de façon très claire, qu'il y a des pertes de confiance parcellaires, des pertes de confiance régionales, mais qu'il n'y a pas une perte globale de confiance. Oui, je pense qu'effectivement, c'est très rhétorique et c'est très idéologique au fond de parler de perte de confiance en général, ou de crise de confiance en général. Il y a des livres là-dessus, il y a des livres qui s'appellent « Crise de confiance », etc. Bon, il n'y a pas de crise de confiance comme il y a de crise du pétrole, si vous voulez. Ça n'existe pas. Il y a des crises de confiance, effectivement, locales, parcellaires. Alors maintenant, on peut avoir une crise de confiance face à une institution très importante, par exemple le gouvernement. Alors évidemment, ça prend beaucoup de place. Mais, je veux dire, tout d'un coup, c'est important. Mais il n'empêche que ça ne met pas en question notre rapport spontané, fondamental au monde, si vous voulez. Hein. Je peux être défiant à l'égard du gouvernement, néanmoins, je conduis ma voiture, j'ai confiance dans les autres, etc. Vous voyez. Donc, je fais un emprunt à la banque. Je fais un emprunt à la banque, je prends un médicament, je prends la pilule, n'est-ce pas? Je dis ça volontairement parce qu'on se défie énormément des pharmas, mais en même temps, on prend un cachet à la première occasion, on prend la pilule, etc., etc. Donc, je veux dire, vous voyez, donc il y a beaucoup de rhétorique là-dedans, de rhétorique à la fois journalistique et de la rhétorique, au fond, mal pensée. Ça repose sur une mauvaise conception de la confiance. La confiance, effectivement, est toujours parcellaire. Mais vous montrez qu'il y a une baisse tendancielle du taux de confiance. Est-ce que vous pouvez me parler de ça? Alors ça, c'est autre chose. Là, on entre dans le... non, c'est pas autre chose. Si, c'est vers la fin du livre. Non, mais d'accord, mais vous parlez de baisse tendancielle du taux de confiance. C'est à propos du numérique. Alors, oui. Nous n'en avons pas encore parlé, mais c'est à propos du numérique, effectivement. Le numérique nous dessine un monde dont je prétends, en fait, qu'il tend à se passer tendanciellement de plus en plus de la confiance. Pourtant, les opérateurs n'ont que ce mot à la bouche. La confiance, un opérateur de confiance, etc. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est qu'on se passe de la confiance. Au profit de quoi? Au profit de la sécurité. Au profit de la sécurité des processus qu'on suit dans le numérique. La sécurité des transactions. On veut être sûr, on veut identifier les personnes de la manière la plus sûre. C'est tout un domaine, évidemment, l'identification numérique des personnes. On veut que la transaction soit assurée. On veut recevoir notre colis, etc., etc. Mais au fond, et donc, finalement, ce qui se passe, c'est que dans notre rapport au numérique, ce qu'on cherche à faire, finalement, c'est que notre volonté ou notre désir s'exécute de la manière la plus sûre possible. C'est-à-dire que si je choisis un restaurant, alors je regarde les notes, les appréciations, etc. Je veux être sûr, je veux être assuré. C'est une logique assurantielle et ce n'est pas du tout une logique de confiance. Et l'idéal de ce Alors pourquoi ce n'est pas une numérique, logique de confiance? Attendez, pourquoi ce n'est pas une logique de confiance? Parce que vous dites qu'on ne fait pas l'expérience du monde, mais on fait l'expérience d'autre chose, qui est l'expérience d'un reflet du monde. Oui, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que notre rapport au monde, actuellement, est de plus en plus médiatisé par des dispositifs numériques. Dans n'importe quel domaine de nos existences, de plus en plus, pas dans tous encore, mais de plus en plus, c'est ça la tendance, eh bien, nous devons passer par le numérique pour accéder
à un service, à un bien et même à une personne. On le voit énormément. Les sites de rencontres. Avec le télétravail. Moi, Oui, j'enseigne depuis maintenant bientôt une année devant une caméra, devant un écran noir, en fait, etc. Donc on doit passer par cette médiation numérique. Le problème, c'est que cette médiation numérique, on ne la maîtrise pas. Elle est en quelque sorte paramétrée par d'autres personnes qu'on ignore. Et il y a un paramétrage là qui n'est pas notre paramétrage. Nous devons donc nous conformer aux attentes de comportement tel qu'il est décidé par la technique. Calculé par la machine. Calculé, élaboré Il y a un par la back-office qu'on ne contrôle pas du tout. qu'on ne contrôle pas du tout, mais auquel nous devons nous conformer. Autrement dit, nous sommes dans cette situation, anthropologiquement quand même, tout à fait inédite, de devoir en permanence obéir à des machines. Ça veut dire que c'est la machine qui a des attentes de comportement à notre égard. Nous devons nous y conformer sous peine de ne pas pouvoir aller plus loin. On connaît tous ces situations, on doit remplir des formulaires. Si on n'a pas rempli la bonne case au bon moment avec le bon truc, on ne peut pas tourner la page, on ne peut pas aller à la page suivante. Et donc ça veut dire que nous devons vraiment obéir à ces machines. Donc la machine, en fait, configure notre rapport au monde, qui n'est plus un rapport au monde, qui est un rapport à la technique. Et ça, c'est véritablement quelque chose de tout à fait inédit dans l'histoire de l'humanité. Alors la baisse tendancielle du taux de confiance. La baisse tendancielle du taux de confiance, c'est que l'idéal de ce monde numérisé, de ce monde où nous n'aurons accès aux choses du monde que via la technique, l'idéal de ce monde, c'est donc un monde parfaitement sécurisé. N'est-ce pas? C'est un monde parfaitement fonctionnel, où chacun pourra exécuter son désir, effectivement, de la manière la plus sûre, mais en se dispensant, au fond, de toute l'expérience du monde. La métaphore la plus parlante de ça, c'est le GPS. Pour aller de A à B, je n'ai plus besoin de regarder le paysage, encore moins de demander ma route à quelqu'un, de faire l'expérience du monde, de faire des erreurs. Je dois savoir paramétrer mon GPS. Je dois savoir paramétrer mon GPS. Donc, je n'ai plus à faire l'expérience du monde. J'ai à savoir manipuler la technique. Et effectivement, le GPS m'amène de A à B de manière tout à fait sûre. Et donc, nous sommes là dans un monde parfaitement fonctionnel où les désirs sont exécutés, exécutables. Hein. L'idéal de ce monde fonctionnel, où chacun pourra faire exactement ce qu'il veut, comme il veut, en toute sécurité, l'idéal de ce monde, c'est un monde sans confiance. Vous adorez, au fond, le processus de la confiance, vous, Marc Hunyadi. Et vous ne voulez pas qu'on nous enlève ce processus. Vous ne voulez pas qu'on nous prive. Il est consubstantiel de l'humain. Oui, du moment de la confiance. Parce que vous pensez que c'est effectivement, comme dit Hélène, c'est un moment... Non, c'est lui qui l'écrit, ça. Oui, je sais, je l'ai lu. C'est un moment consubstantiel, au fond, à ce que nous sommes. Oui, parce que les attentes... et je reviens avec ça à la question du risque. Vous parliez des risques tout à l'heure. Oui, la vie humaine est risquée. Oui, avoir des enfants, c'est un risque. Épouser quelqu'un, c'est un risque. Il y a du risque. Il y a toujours des attentes de comportement qui sont liées. Les attentes de comportement peuvent toujours être déçues. C'est le propre des attentes. C'est des attentes. Ce n'est pas des relations causales. J'attends effectivement que X ou Y se comporte d'une certaine manière. Maintenant, je peux être déçu. Et oui, je considère que c'est consubstantiel de l'humain. Les robots, si vous voulez, n'ont pas besoin d'avoir confiance. Les robots doivent pouvoir bien paramétrer leur environnement pour pouvoir s'y orienter. Voilà, on leur apprend ça, c'est pas de l'intelligence humaine, ça n'a rien à voir. Néanmoins, ils peuvent s'orienter dans leur monde, ils peuvent accomplir certaines actions, mais ils n'ont absolument pas besoin de faire confiance. Si donc on nous construit un monde numérique, numérisé, médiatisé par le numérique, où on n'a plus besoin de faire confiance, eh bien, en réalité, c'est un monde de robots. Ce n'est plus un monde humain. Donc oui, je pense que si on éliminait ce qu'on ne peut pas faire encore, et ce qu'on ne fait pas encore naturellement. Mais si on éliminait entièrement la confiance, nous ne serions plus humains. Vous dites qu'on serait comme des acteurs enfermés sur scène, très contents de pouvoir y jouer, mais ne maîtrisant absolument rien, ni le texte, et surtout pas la possibilité de sortir. Mais il y a quelque chose qui m'a amusé, c'est que, ou alors j'ai mal compris, à un moment vous expliquez justement dans cette partie-là, que quand je tape sur Internet une demande d'information, etc., j'ai quand même encore une réaction très humaine en me disant, par exemple, imaginons que je tape baisse tendancielle du taux de confiance. Je vais quand même angoisser un peu. Donc là, je vais être à nouveau dans le pari en me disant, mais bon, est-ce que
Google va comprendre, est-ce que Wikipédia aura traité ça, etc. Et donc il y a un retour sur l'humain, son pari, l'attente de comportement, sauf que ça s'adresse à la machine qui, elle, est absolument incapable de répondre à ça, contrairement aux humains. C'est ça, et donc voilà, parce que nous devons obéir aux paramètres, nous devons nous conformer. Il y a un effet de conformisation incroyable. Au risque d'un échec. Au risque d'un échec, et nous devons le faire d'une manière machinique, c'est-à-dire on ne cherche pas évidemment sur Google de la même manière qu'on poserait une question naturellement à quelqu'un. Alors cette partie sur le numérique est sans doute ce qui est le plus original dans votre livre et de plus créatif. Et en tout cas, nous, c'est ce qui nous a retenu. On en a beaucoup discuté. On a trouvé que vraiment c'est la meilleure partie du livre. Mais je voudrais revenir à la partie un petit peu avant sur le complotisme. C'est-à-dire, comment est-ce que vous définissez le complotisme comme une rupture de confiance? C'est-à-dire, à partir du moment où on pense qu'il y a un projet chez l'autre, qui est un projet de complot, qui va faire changer complètement la société, etc. Ce complotisme, c'est une rupture de confiance et au fond une rupture d'humanité, non? Le complotisme, au fond, comment dirais-je, détient une bonne nouvelle aussi. La bonne nouvelle, c'est que les gens cherchent du sens. Ils cherchent du sens. Alors ils donnent des réponses irrationnelles, bizarres, parfois idiotes, carrément, mais enfin, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'un robot ou qu'une intelligence artificielle chercherait à tout prix du sens derrière les événements. Maintenant, ils cherchent évidemment mal ce sens. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la démocratie, c'est-à-dire que voilà, le complotisme, c'est une espèce de rupture aussi avec cette valeur fondamentale de la démocratie que nous évoquions, c'est-à-dire la recherche coopérative de la vérité. Bon, le complotisme est manifestement irrationnel, se fiche comme de l'an 40 des faits qu'on peut brandir, etc. Tout est fake. Mais d'ailleurs, souvent leurs faits sont vrais, c'est la connexion qui fabrique entre des éléments vrais, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile à démonter. C'est extrêmement difficile à démonter et Mark Zuckerberg a été pris en flagrant délit par nous, si vous voulez, quand il a dit il y aura un algorithme qui va dépister les fake news. Mais c'est idiot, je suis désolé de le dire comme ça. C'est idiot parce que précisément il s'agit dans les fake news et dans le complotisme surtout de relations entre des faits qui eux-mêmes peuvent être justes ou partiellement justes. On retrouve le numérique, parce que lui, il a raisonné avec le numérique comme étant susceptible, au fond, de résoudre les problèmes. Et vous dites, non, le numérique ne résout pas le problème. Ah oui, je pense que précisément, il pose problème. Oui, il pose problème. Et c'est un des exemples qu'on peut donner pour au fond, douter de cet oxymore qu'est l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Voilà, moi je pense que c'est une expression qui est vouée à rester un oxymore, parce qu'on fait beaucoup de choses avec les machines, etc. Mais précisément des relations causales, de sens, entre des événements, etc. Voilà une chose qui échappe fondamentalement aux algorithmes, en tout cas tels qu'on les connaît aujourd'hui, tout simplement parce que chercher le sens, ce n'est pas calculé. Chercher le sens, ce n'est pas calculé. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, vous êtes très marqué par cette recherche de la relation et que dans votre livre, votre réflexion sur la relation découle de ce que Marx dit dans la 6e thèse sur Feuerbach, à savoir l'essence humaine, c'est l'ensemble des rapports sociaux. C'est-à-dire qu'au fond, c'est les rapports sociaux qui nous constituent, c'est là où il y a l'essentiel, et cette idée marxiste fondamentale que beaucoup de nos concitoyens, hélas, ont oubliée, selon laquelle nous sommes finalement la société qui nous a marqués, nous sommes le fruit de cette société, c'est un peu ça qui vous a guidé pour dire que la confiance est de l'ordre de la relation. Oui, c'est pas ce Marx-là qui m'a guidé. Marx m'a, au fond, secrètement guidé aussi. Comment vous le dire rapidement? Ce qui m'a guidé chez Marx, enfin une des choses en tout cas qui m'a le plus frappé chez Marx, c'est son anthropologie. C'est la 6e thèse. Implicite. Non, je me réfère à un texte d'extrême jeunesse de 1843. Les manuscrits de 43. Non, ça c'est les manuscrits de 44, c'est même avant les manuscrits de 44, c'est un texte de 43 qui était perdu dans ses notes de lecture, voilà, et qu'on a découvert, qu'on a trouvé, où il décrit l'homme libéré. L'homme libéré, c'est-à-dire, il décrit l'homme indépendamment de tout système économique. Il se rend bien compte que c'est une hypothèse
contrefactuel, ça n'existe pas, on n'est jamais indépendant, mais enfin, imaginons quand même. Et à ce moment-là, il imagine cet individu épanoui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit cet individu épanoui, il fait quelque chose. Hein, il fabrique quelque chose, parce que bon, l'être humain, d'une manière générale, est un être pour qui la vie ne va pas de soi. Donc il faut faire quelque chose, c'est ce qu'il appelle le travail. C'est le sens le plus général du travail, c'est l'existence elle-même qui accomplit et cherche à se satisfaire. Bon, je fais quelque chose, ce quelque chose, je te le donne, je le fais pour toi. Par conséquent, il y a un je me déplace au point de vue du tu, mais en même temps, je satisfais le genre humain, parce que c'est une qualité humaine, j'ai fait quelque chose d'humain, j'ai pas fait quelque chose pour mon chien, je l'ai fait pour toi. Donc c'est un il, et puis en faisant ça, j'ai créé une relation, c'est le nous. Et alors là je vois que c'est extraordinaire, cette description de Marx, parce qu'elle est fondamentalement individualiste, mais pas au sens libéral naturellement, individualiste au sens où elle met l'individu au centre, le je au centre, le je qui vit une relation du tu, allez jusqu'à dire le sujet au centre. Nous, on pourrait dire ça comme ça. S'il y a des marxistes qui nous écoutent, ils sont fous. Bon, qui lisent Marx, c'est un conseil que je leur donne. Non, parce qu'ils vous diront que le Marx de 43 n'est pas celui d'après la rupture. Eh ben, c'est grave erreur, il n'y a pas du tout de rupture épistémologique sur ce point. Le trait de Marx, sur ce point totalement, le Marx de la critique du programme de Gotha reprend mot pour mot quasiment cette vision que le jeune Marx, avant d'avoir fait toutes ces analyses économiques, donc avait dit en 43. Donc, au contraire, c'est le fil secret, si vous voulez, de son anthropologie. C'est au nom de cette anthropologie relationnelle, d'un individu relationnel, qu'il dénonce toutes les aliénations, qu'il peut dénoncer toutes les aliénations. Mais Marc Hunyadi, on retrouve la 6e thèse. Pourquoi vous me dites que vous dites quelque chose de différent de la 6e thèse sur Feuerbach, l'essence humaine et l'ensemble des rapports sociaux? D'accord. Parce que c'est plus anthropologique que ça. Et ça a son importance, parce que, en réalité, dans mon livre, je remonte au début, bon, rapidement, parce que je ne suis pas historien, et puis c'est pas non plus le sujet, mais aux vraies sources du nominalisme moderne. Cette vraie source, elle se trouve au XIVe siècle. C'est le nominalisme. C'est tout le début du livre. C'est le début du livre. C'est le nominalisme du XIVe siècle, où on assiste à l'émergence de quelque chose qui n'existait pas, que Platon n'a pas pensé, qu'Aristote n'a pas pensé, qui est un individu souverain dans sa volonté, qui peut poser lui-même ses propres buts. Voilà, dont la volonté pose elle-même ses propres buts. Il ne doit plus se conformer à un ordre préexistant, comme chez Aristote ou chez Platon, si vous voulez, où on doit s'insérer, au fond, dans un cosmos et puis suivre la logique de ce cosmos. Non, l'individu naît et au fond, il est souverain dans sa volonté. C'est ça la révolution nominaliste du XIVe siècle, et c'est de là que vient tout notre individualisme moderne. Cet individualisme est non relationnel. C'est ce que j'appelle l'individualisme du cockpit, dont nous avons eu une métaphore vivante avec le confinement. C'est-à-dire qu'on était tous en fait enfermés dans nos cockpits. Ben, on a vu quel enfer c'était. Hein, parce qu'alors l'enfer c'est peut-être les autres, mais alors sans les autres, quel enfer. Ouais. Hein. Donc en fait, il nous faut une conception relationnelle de l'individu. C'est ça, la force du jeune Marx. Allez-y pour la 6e thèse. Mais vous vous référez beaucoup à Hannah Arendt aussi. Oui, quitte à la critiquer ou à la nuancer. Oui, cet individualisme nominaliste, si vous voulez, est battu en brèche par certaines tendances. Tous ceux qui se réclament d'Aristote, aujourd'hui, il y en a, prônent un individu dialogique, un individu relationnel. Mais j'attire votre attention que ce n'est pas l'individu des droits de l'homme. L'individu des droits de l'homme est un individu sphère, boule de billard, enfermé sur lui-même, dont la liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, comme on le sait. Donc c'est vraiment l'image de la boule non relationnelle, n'est-ce pas? Et là, la confiance devient difficile à penser. C'est pourquoi il n'y a pas vraiment de théorie de la confiance, et que je me suis attelé à formuler une théorie unifiée de la confiance. Il n'y a pas vraiment de théorie de la confiance, parce que dans cette image de l'individu boule, pour lui, faire confiance, c'est toujours un risque. C'est toujours surtout le risque de voir que sa volonté ou son désir ne va pas se réaliser, parce qu'il dépend d'autrui. Donc je dépends d'autrui. Or, le libéralisme individualiste moderne a peur de devoir faire confiance à autrui, a peur de ce risque, a peur de cette dépendance d'autrui. Et vous, à l'inverse, vous voyez que dans la relation au monde, le cœur même de la confiance. Absolument. Dans la relation au monde. Et c'est ma façon si vous voulez, de désenclaver ce cockpit
d'ouvrir, de faire exploser ce cockpit. C'est-à-dire nous ne sommes pas une volonté souveraine. Nous dépendons déjà, dans nos actes les plus élémentaires, nous dépendons d'attentes de comportements qui, elles, nous viennent du monde. Merci Marc Ognadi. Alors je rappelle que votre livre s'appelle Au début et la confiance. Il est publié aux éditions du Bord de l'eau et je vous invite tous à le lire. Alors maintenant fermez vos télévisions, lisez le livre de Marc Ognadi, mais en même temps interrogez-vous sur ce à qui et ce à quoi vous faites confiance. Et vous verrez que finalement la confiance s'organise en fonction de votre rapport au monde, en fonction de la manière dont vous regardez le monde et que c'est ça qui est décisif dans votre action et dans votre construction d'une vie nouvelle. Merci.